Bonjour, chers collègues, et bienvenue aux rencontres des professeurs des langues. C'est un événement organisé par l'Association des professeurs de français de Rio, l'APFERJ, et qui s'inscrit aussi dans la semaine de la francophonie, qui est un autre événement organisé par des différentes institutions au Brésil et au monde. Bon, l'APFERJ, en général, organise des événements comme celui-là chaque année. Et on vise à promouvoir des moments d'échange entre professeurs de français, des étudiants en lettres et français, mais aussi des collègues des autres langues. Si vous avez l'intention d'y avoir plus d'informations sur l'association, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, APFERJ officiel, APFERJ official, en fait, ou sur notre site apferj.com. Bon, j'aimerais d'abord remercier nos collègues Caroline, Evair et Yuri, qui ont gentiment accepté l'invitation pour participer à cette table ronde et de partager un peu avec nous de leur expérience, leur savoir. Je remercie aussi tous les collègues du bureau APFERJ qui sont dans l'organisation de cet événement et aussi à vous tous, toutes qui sont là, qui participent là avec nous sur Zoom. C'est vraiment un grand plaisir d'être là avec vous, de pouvoir partager des expériences, réfléchir ensemble, enfin de pouvoir échanger. Bon, je passe à la présentation de la table ronde d'aujourd'hui, intitulée « L'expérience des assistants des langues en région francophone ». Son but est de promouvoir le débat à propos de la diversité linguistique et culturelle qui caractérise l'univers francophone. Bon, nous sommes là justement dans la semaine de la francophonie et on voulait réfléchir à propos de la francophonie, de la diversité culturelle linguistique. Et pour ça, nous avons invité donc Caroline Porpino, Evaí Teixeira et Yuri Saúdaci, qui sont des jeunes professeurs de français et qui ont été des assistants de langue portugaise dans les différentes régions francophones du monde, en Guadeloupe, Martinique et Guyane. L'idée de la table, c'est aussi de réfléchir à propos de la formation des professeurs de FLE et de l'enseignement de cette langue. Bon, je vais présenter chaque collègue qui intègre la table et après, je vais les inviter à prendre la parole. Et à la fin, nous avons prévu 30 minutes pour poser des questions, pour faire des commentaires. Alors, vous qui participez là avec nous, vous pouvez envoyer vos commentaires sur le chat. Mais si vous souhaitez, vous pouvez aussi ouvrir vos microphones pour parler à la fin, d'accord, pour poser des questions, faire des commentaires. Maintenant, je passe à la présentation de notre première invitée, Caroline Porpino, qui est professeure de français, récemment diplômée en lettres françaises à l'Université fédérale Fluminense, l'UF, ici à Rio, et qui réalise à présent son master en littérature francophone à la même université. Caroline a été assistante de langue portugaise en Guadeloupe. Elle s'intéresse à la littérature antillaise, en langue française et en langue antillaise. Elle étudie des sujets tels que l'éducation des relations ethno-raciales dans l'enseignement du FLE, la colonisation, le colonialisme, l'aliénation et la décolonisation. Sa présentation d'aujourd'hui est intitulée « L'expérience en tant qu'assistante de langue en Guadeloupe. Réflexion sur la place des Outre-mer dans l'enseignement-apprentissage des FLE ». Caroline, je t'invite maintenant à prendre la parole en te remerciant. Bonsoir à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? Bon. Oui. Parler en portugais, c'est plus tranquille, mais parler en français, on reste un peu mal à l'aise, mais ça va. Je suis un peu nerveuse, mais bon. C'est un grand plaisir de participer à cette intervention et partager avec vous mon vécu en Guadeloupe. Moi, je vais partager mon écran avec vous. A présentation en moment. Vous voyez mon diapo?
C'est bien, merci. Bon, d'abord, je vais vous présenter des informations géographiques et historiques de la Guadeloupe. Ensuite, je parlerai de mon séjour et quelques aspects culturels, linguistiques, et je conclurai avec quelques réflexions sur l'enseignement et l'apprentissage sur les drômes en flux. Ça, c'est le moment où je suis arrivée en Guadeloupe. L'aéroport de la Guadeloupe s'appelle l'aéroport Paul Caraïbe. Je vous avoue que aller voyager, c'était une bonne expérience. C'était la première fois que j'ai sorti du Brésil et avoir cette expérience d'assistante, ça a été une opportunité très enrichissante. Bon, la Guadeloupe, comme vous voyez, c'est un archipel situé dans les Petites Antilles, bordé par la mer des Caraïbes. Si vous voyez, avant de parler un peu sur les îles, j'ai écrit en créole, Guadeloupe, c'est la façon écrite de Guadeloupe en créole. Et Carouquera, c'est aussi le nom de la Guadeloupe, qui ça veut dire île des belles eaux. C'est le nom que les habitants, les autochtones ont nommé l'île. Et aussi, j'ai écrit pays à moins, qui ça veut dire mon pays en créole. Elle est constituée de grandes terres, comme vous voyez ici. C'est la partie plate. Basse terre, ici la partie qui a les volcans, la soufrière, la Désirade, Marie Galante en bas et les Sangs. Le chef-lieu est à basse terre et l'économie guadeloupéenne repose sur le tourisme, la production de la banane, de la canne à sucre et du rhum. Pourquoi j'ai mis cette photo qui c'est un peu... Ah, excuse-moi. Un peu bizarre. La banane m'a tué parce qu'il y a un scandale sur l'utilisation des chlordécone dans les plantations des bananes pendant les années 80, 90 en Guadeloupe. Donc, ça, c'est dans un scandale qui c'est un crime et ça, c'est aussi une revendication des Antillais, comme les Guadeloupéens, les Martiniquais, que la France, elle paye pour ces crimes de contamination dans la plantation de bananes. Et ici, à droite, la production de rhum, aussi du sucre. Et on continue. Quelques photos par rapport au tourisme. Ça, c'est la place de la Victoire, qui c'est une partie de l'île très importante qui, là-bas, s'est passé plusieurs événements historiques. À côté, la plage du Gosier, qui c'est une des plages plus connues et plus visitées. Quelques photos, etc. Et aussi cette partie-là, le tourisme et un peu d'histoire, parce que je vais approfondir ça après. La Guadeloupe a reçu plusieurs Africains à l'époque de la traite. Donc, l'histoire des Africains, elle est très importante pour l'histoire de la Guadeloupe. Et dans cette partie-là, on voit les cimetières coloniales de la plage des Raisins Clairs qui se situe à Saint-François. Et le gouvernement veut préserver parce que c'est un lieu aussi historique. Et c'est un cimetière des esclaves. Oups, excuse-moi. L'histoire de la Guadeloupe est très intéressante et complexe. Je citerai quelques dates. La Guadeloupe devient une colonie française en 1635. Les premiers Africains y arrivent en 1640. L'esclavage est aboli la première fois en 1794 et à cause du rétablissement de l'esclavage en 1802 par Napoléon Bonaparte, il y a la deuxième abolition en 1848.
Voici les personnages historiques qui ont lutté contre le rétablissement de l'esclavage, la mulâtresse Solitude et Louis Degré. Ça sont des personnages très importants et historiques. Par rapport à la littérature antillaise, l'écrivain qui c'est l'époux de Simone Schwarzbart a écrit un livre qui s'appelle La mulâtresse Solitude, qui parle de l'histoire de la Guadeloupe et aussi de cette personnage historique. Bon. La population guadeloupéenne est métissée. Il y a des afrodescendants, des métros, des Brésiliens, des Indiens, etc. Moi, j'étais assistante en langue portugaise en Guadeloupe en 2018 et 2019. J'ai y séjourné pendant 7 mois. Ce séjour m'a aidé à approfondir mes connaissances sur l'histoire, les créoles, la société et aussi la littérature. La diglossie fait partie du quotidien guadeloupéen. Les créoles est dans la bouche de tous, à la radio, au marché, dans les bus, sur les panneaux. C'est baudélien comptant Ouizotte, qui ça veut dire bienvenue, ou la pointe, qui ça veut dire pointe à pitre. C'est indescriptible cette sensation d'être entouré du créole qui vit et résiste malgré la civilisation. Bon, et en parlant un peu du créole et aussi des événements académiques qu'il y a, je vous présente ici le Mémorial Acte. C'est le Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Donc là-bas, il y a plusieurs expositions qui parlent sur l'histoire de l'esclavage et aussi il y a l'histoire des autres pays de l'Amérique. J'ai eu l'occasion de visiter une exposition permanente qui parlait sur l'esclavage dans l'Amérique et aussi il y a une partie que je trouvais très intéressante qui parlait sur l'importance des zumbis dos palmares. Donc, il parlait sur l'histoire de la Guadeloupe et aussi un peu de l'histoire du Brésil. Et donc, ça a été vraiment cool. Bon. En parlant d'un événement que j'ai participé, j'ai eu l'occasion de participer d'une colloque en hommage à Dany Belbel Gisler, une créoliste guadeloupéenne engagée qui défend l'enseignement de la langue créole afin de préserver la mémoire collective et raconter l'histoire d'esclavage aux enfants. Ce colloque a eu lieu au Mémorial Acte, comme je vous avais dit. Donc, Dany Belbel, elle est très importante pour l'histoire et pour cette défense, pour défendre la langue créole, parce que ça, c'est un engagement, une lutte très importante pour les citoyens et pour les linguistes, pour les artistes guadeloupéens. Bon, si on prend les mots des spécialistes qui ont écrit l'éloge de la créolité, qui sont des écrivains, les Chamoiseau, Confiant et aussi le linguiste Jean Bernabé, notre culture, ça veut dire la culture créole, s'est forgée dans les systèmes de plantation à travers d'une dynamique questionnante d'acceptation et de refus, de démission et d'assimilation. Assomption, excuse-moi. Véritable galaxie en formation autour de la langue créole comme noyau, la créolité connaît aujourd'hui encore une mode privilégiée, l'oralité. Pourvoyeuse de contes, proverbes, tintin, comptines, chansons, etc., l'oralité est notre intelligence, elle est notre lecture du monde, le tâtonnement aveugle encore de notre complexité. L'oralité créole, même contrariée dans son expression esthétique, recèle un système de contre-valeurs, une contre-culture. Elle porte témoignage du génie ordinaire appliqué à la résistance dévouée à la survie. Donc, défendre la langue créole, c'est défendre la culture antillaise et aussi cet héritage des contes, proverbes, qui font partie de la culture orale des Antilles, comme de la Guyane et des autres départements.
À partir de cet extrait, on constate l'importance de la valorisation du créole qui constitue la créolité, c'est-à-dire l'identité des Antillais. Une bonne initiative de préserver cette identité est la production littéraire. Avant d'être affectée en Guadeloupe, j'avais déjà connu la littérature des Antilles dans un cours offert pendant ma licence, ce qui m'a permis d'avoir le désir de plonger dans cette culture magnifique à partir du texte littéraire. Donc, c'est moi en train d'acheter, de faire mes courses de livres. Et quand j'étais en Guadeloupe, j'ai eu l'occasion aussi de connaître des autres écrivaines que je n'ai pas eu accès quand je fais le cours pendant ma licence. Quand j'allais aux librairies, cela a été une des meilleures journées, ou des meilleurs moments de la journée. Finac, la librairie Jazor, librairie antillaise, même au Carrefour, c'était le paradis à mes yeux. Je vous avoue que je regrette de ne pas avoir acheté plusieurs de livres. Par contre, j'ai acheté l'essentiel pour mes recherches académiques. J'ai découvert la littérature de Gisèle Pineau, écrivaine guadeloupéenne née à Paris. Dans ses œuvres, la Guadeloupe et les femmes sont toujours en relief. Autre écrivaine est Christine Taubira, d'origine guyanaise. Elle est une femme politique responsable pour la loi qui reconnaît la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Et moi, je ne pourrais... Ça sont des photos de la librairie Jazor à Pointe-à-Pitre et des personnages, des écrivains très célèbres. Et je ne pouvais pas oublier de Maryse Condé. Elle a remporté le prix Nobel de littérature alternative en 2018. Grâce au prix, la région Guadeloupe a réalisé une cérémonie d'hommage à l'écrivaine. Et j'ai eu l'occasion de voir Maryse Condé en vrai. J'étais fort émue. Et donc, il y a cette photo qui est un peu floue, mais j'ai pu vous passer une petite vidéo de cet événement. C'est possible? Carole, je ne sais pas exactement comment ça marche techniquement, si tu le sais. Je vais essayer. Je crois qu'il faut partager aussi ton audio, je pense. Ok, je ferai ça. Bon. Je pense que j'ai eu un petit souci. Bon, on y va. Bon, laisse tomber, ça n'a pas marché. C'est dommage. C'est dommage, ça n'a pas fonctionné, donc on laisse tomber et on continue. Ah là là. Malheureusement, j'ai fermé la vidéo, mais laisse tomber. Donc, alors, si tu veux mettre sur le chat, après, on peut voir. Si tu trouves ça intéressant, mettre le lien sur le chat. Ah, moi, c'est parce que cette vidéo, c'est la vidéo que moi, j'ai enregistrée pendant les moments où j'étais dans cet événement d'hommage à Maryse Condé. Donc, ça a été une expérience inoubliable quand j'ai vu Maryse Condé, parce que, ouais, quand tu lis la littérature, et j'ai lu plusieurs livres qu'elle a écrits, et voilà, ça a été un moment vraiment touchant pour moi. Bon. Et maintenant, je vais parler un peu sur la réflexion sur l'enseignement de vieux et la place des Outre-mer
dans l'enseignement des langues françaises. Bon, les futurs professeurs de FLE en formation apprennent que la francophonie fait partie de notre démarche pédagogique parce que notre enseignement doit favoriser la diversité du monde et de sa beauté, afin que nos élèves aient un regard de tolérance et de respect envers l'autre. Par contre, quand je feuilletais une méthode de français, quelle était la représentation de la diversité que je voyais? Une francophonie résumée à des aspects culturels des pays du Nord global. En tant que professeur de FLE, je suis consciente que la colonialité est partout. Elle est responsable du racisme, de l'épistémicide, du sexisme et de l'exploitation des habitants du Sud global et tout ce qui renforce la pensée blanche. Et à cause de ça, j'ai la réponse à une question qui me persécutait. Où sont les Outre-mer dans l'enseignement de FLE? Ces petits territoires éparpillés ont une histoire semblable. Colonisation, esclavage et départementalisation. En 1946, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, qui étaient des ex-colonies françaises, deviennent des départements d'outre-mer. Ça veut dire que ces habitants bénéficient des mêmes droits que les métropolitains. Par contre, la départementalisation n'a pas donné l'égalité que les Dromiens méritaient. Les départements ne sont pas bien développés et jusqu'aujourd'hui, les ultramarins doivent partir ailleurs pour avoir une qualité de vie, faire les études, trouver un bon emploi. Quand ils arrivent à la mère patrie, ils font face au racisme, à l'inégalité et se rendent compte que le rêve français est une illusion. À mon avis, pour ne pas se rappeler de son passé colonial, la France maintient les Outre-mer dans un lieu d'oubli et cet effacement favorise la méconnaissance de ce territoire dans tous les domaines et aussi dans l'enseignement de FLE. Alors, en sachant cela, comment puis-je changer ma didactique? Dans l'intention de mettre en place un enseignement apprentissage de FLE qui critique l'eurocentrisme, j'utilise la pédagogie décoloniale. C'est une théorie un peu émergente aussi. La pédagogie décoloniale est élaborée par l'intellectuelle naturalisée équatorienne Catherine Walsh, qui fait partie du groupe Modernité, Colonialité, Décolonialité avec plusieurs intellectuels d'origine de l'Amérique latine. Walsh se sert de théories du pédagogue brésilien Paulo Freire et du psychanalyste martiniquais Frantz Fanon. Cette pédagogie consiste à penser depuis et avec généalogie, rationalité, connaissance et pratique et système civilisationnel et des vies différentes. Pédagogie qui incite les possibilités d'être, sentir, exister, faire penser, regarder, écouter et savoir d'une autre manière. Pédagogie qui guide ou projette processus de caractère horizontal et avec l'intention décoloniale. Quand les professeurs de FLE apportent en salle de classe un contenu qui privilégie une civilisation qui a été subalternisée par la colonialité, en travaillant les experts de cette culture sans un regard exotique, parlant de son histoire, de son imaginaire, permet à ses élèves une vision critique sur le monde qui l'entoure. En plus, connaître l'histoire des Outre-mer est aussi l'occasion de réfléchir sur la richesse de la culture noire dans la diaspora, y compris notre pays. On a des aspects similaires comme les religions afro, l'utilisation du tambour, le marronnage et quelques personnages mythiques, etc. La francophonie qui respecte la diversité, le devoir de montrer une autre vision de France aux élèves. Une France noire qui écoute et danse les zouk, les compas, les malouya, parle créole et mange de la cassave. Merci, je finis ma présentation, mais ça que je voulais vous montrer, c'est que l'héritage africain, c'est vraiment présent
dans les pays où il y a eu la diaspora noire. Et donc, j'ai mis ces photos-là parce qu'on a les tambours de créole là dans notre pays, on a les coca en Guadeloupe et on a les malouya en La Réunion. Et donc, il y a des aspects qui sont vraiment similaires. Si on voit aussi par rapport les habits et en parlant de Guadeloupe, les femmes portent les madras, qui c'est un tissu très traditionnel. Par exemple, moi aussi, je porte les madras. Donc, c'est aussi une façon de mettre en valeur la couture de ces pays-là. Bon, je pense que c'est tout. Merci. Super. Merci, Carole. Je vais juste arrêter. Stop ton... Voilà. Merci beaucoup, Caroline. C'est où l'applaudissement? C'est là, je l'ai trouvé. Bon, j'ai des questions, mais je crois qu'on peut laisser pour la fin pour ne pas tarder. Si vous avez des questions, les participants qui sont là, qui assistent, vous pouvez mettre sur le chat, mais on va les lire à la fin. Comme ça, on peut faire des discussions ensemble. Et donc là, je vais passer la parole à notre deuxième invité. Je le présente d'abord. C'est Evair Teixeira Silva, qui est professeur de français, traducteur et interprète, diplômé en lettres français à l'Universidade Estadual de Feira de Santana, l'UFES, dans l'État de Bahia, et à l'Université Rennes 2 en France. Evair a été assistant de langue portugaise en Martinique. À présent, il intègre le núcleo de pesquisa em literatura e cinema, NELCI, UFES, et aussi le núcleo de estudos canadenses dans la même université qui développe des projets d'échange entre le Brésil et des pays francophones. En plus, Evair fait partie du bureau de l'Association des professeurs de français de l'État de Bahia, l'APFEB. Sa présentation d'aujourd'hui est intitulée « Bienvenue à la Caraïbe, bienvenue à la Martinique ». Evair, je t'invite à prendre la parole en te remerciant. OK, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Comme on dit aux Antilles. Maintenant, je vais commencer par mettre le diaporama. Vous voyez le diaporama, non? Pas encore. Pas encore. OK, OK. Juste un moment, s'il vous plaît. Oui. OK. Oui. Alors, vous voyez? Oui, on va voir dans quelques secondes. Ça commence à être partagé. Voilà. L'envoi. Oui. OK. Je m'appelle Evair, comme la professeure a dit, je suis professeur de langue française. Je remercie à tous pour la participation, pour m'avoir invité. Et aujourd'hui, on va parler de la Caraïbe, on va parler de la Martinique. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Bienvenue à la Caraïbe, bienvenue à la Martinique. Je vais parler un peu de mon vécu, de mon expérience en tant qu'assistant de langue portugaise en Martinique. C'était une expérience inoubliable. Et c'est une question que je me demandais toujours parce que à l'université, j'ai fait un échange en Europe
et je voulais une autre expérience francophone. Et je me demandais toujours où se trouve la Martinique. La Martinique est située dans l'arc volcanique des Petites Antilles, dans la mer des Caraïbes, mais c'est aussi la France. C'est un département et une région outre-mer. Et la capitale, c'est Fort-de-France. Qui habite en Martinique est martiniquais. De la même façon que nous sommes baïanais, baianos, et nous sommes brésiliens, qui habite à la Martinique est français et martiniquais. La population de la Martinique, c'est presque 400 000 habitants. C'est un petit pays, comme ils parlent, les Martiniquais parlent. Au Brésil, ça serait une ville moyenne. Mais la Martinique, il y a trop de culture, il y a une richesse culturelle et linguistique énorme. La langue locale, c'est le créole martiniquais, parce qu'il y a d'autres types de créoles, et le français, et c'est aussi la langue officielle. Voilà, ça c'est une carte de la mer de la Caraïbe et d'Amérique centrale aussi, une partie d'elle, et c'est la Martinique, où il y a les rouges. Et les Martiniquais disent que la Martinique, c'est un petit caillou dans la mer de la Caraïbe. Mais c'est un caillou très, très important. Très, très important. La France. Parler de la Martinique, c'est parler de la France. Parce que la Martinique, c'est aussi la France, même si elle n'est pas très reconnue. Et en Martinique, il y a toujours une question d'identité. Parce que parfois, les Martiniquais se disent des Français et parfois, les Martiniquais se disent des Martiniquais. Ils ne sont pas Français, ils sont Martiniquais. Et ça, c'est un peu difficile pour un étranger. Parce que parfois, ils disent non, 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 je ne suis pas Français, je suis Martiniquais. Et parfois, ils disent ah, je ne suis pas Martiniquais, je suis Français. Et on peut voir ça par rapport à les drapeaux. La Martinique, il y a deux drapeaux officiels. En fait, ce sont deux drapeaux officiels. C'est le drapeau de la République française et il y a l'autre drapeau, le drapeau avec le serpent, qui c'est un sort de serpent endémique de la Martinique. Ça veut dire, d'après eux, qu'il y a seulement là-bas ce genre de drapeau. Ce sont les deux drapeaux plus anciens de la Martinique. Et le plus nouveau drapeau, c'est les drapeaux indépendantistes. C'est les rouges, verts et noirs. J'ai déjà vu ce drapeau dans des mairies en Martinique récemment. Avant, il n'y avait pas beaucoup, mais ça a changé. Ça, c'est la carte de la Martinique. Fort-de-France, Chelcher, et comment ça s'appelle, Saint-Pierre, ce sont des villes plus connues à la Martinique. La première capitale, c'était Saint-Pierre, et était connue aussi comme la Petite Paris, parce qu'il y avait des théâtres avant des catastrophiques volcaniques. Mais on va parler ça après. Aimé Césaire. Il y a beaucoup d'écrivains très, très connus à la Martinique. On a Frantz Fanon, nous avons Frantz Fanon et Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau et d'autres. Mais en Martinique, les dieux des Martiniquais, c'est dans les vocabulaires de tous les Martiniquais, c'est l'écrivain Aimé Césaire. Le poète et homme politique martiniquais Aimé Césaire, né en 1913, il est mort en 2008. C'est l'un des fondateurs du mouvement de la négritude. Il y a deux ouvrages très, très connus d'Aimé Césaire, c'est le discours sur le colonialisme et Cahiers d'un retour au pays natal. Et il y a des statues, il y a des monuments, il y a des théâtres, des bibliothèques, tout avec le nom d'Aimé Césaire. Actuellement, au Brésil,
quand on va étudier la négritude, les racismes, on parle beaucoup de Frantz Fanon. Ça, c'est très important. Mais Frantz Fanon n'est pas très connu par rapport à Aimé Césaire. Parce que Aimé Césaire fait partie des imaginaires martiniquais. Il y a des anciens martiniquais, des vieux, qui parlent, qui ont déjà vu parler, qu'il avait besoin d'un dictionnaire pour comprendre Césaire. Il parle ça avec une fierté. C'est émouvant. Les autres écrivains sont très importants, mais quand on va en Martinique, l'écrivain, c'est Aimé Césaire. Ça, c'est une phrase de lui. Je viendrai à ces pays miens et je lui dirai, embrassez-moi sans crainte. Et si je ne sais pas, et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal. Martinique. Ça, c'est une parole d'une assistante. Elle habitait aussi à la Caraïbe parce que je suis brésilien, je viens de l'Amérique du Sud. Et j'ai aussi des collègues brésiliens, mais je n'ai pas eu le contact. Mais j'ai eu des contacts avec des Antillais, mais pas de la Caraïbe aussi. Et je me rappelle toujours de cette phrase quand elle m'a dit, ici, c'est chez moi, ici, c'est pas chez moi. Parce que quand on parle aujourd'hui de la Martinique, au moins pour moi, et la Martinique, ce n'est pas le Brésil et ce n'est pas la France. C'est entre les deux. Parce que j'ai vécu, je pense, 9 mois en Europe. Et quand je suis allé aux Antilles, comme je déjà parlais français, je pensais que je pouvais... J'étais en avance. Mais la culture martiniquaise, qui fait aussi partie de la culture française, c'est différent. Et la culture martiniquaise, c'est aussi différent par rapport à la culture des Caraïbes. Parce que cette collègue, qui était assistante aussi, a trouvé le vécu martiniquais et la façon d'être martiniquais différent aussi. Et ça, j'ai trouvé intéressant. La population. Je viens de Bahia et quand je suis arrivé à la Martinique, c'était comme si j'étais à Salvador de Bahia. Mais les gens parlaient français et un peu de créole. Et quand je ne comprenais pas le français, parce que l'accent c'est différent, c'est un peu difficile au début, comme toutes les langues, et les gens essayaient de parler avec moi en anglais. Et je ne parle pas anglais, malheureusement. Mais c'était très intéressant, très, très, très intéressant. Et après le temps que je passais là-bas, j'étais déjà un peu connu en Martinique parce que la Martinique, c'était très petit. Une fois que tu atterris à l'aéroport, tout le monde sait de ta vie. Tout le monde. Il demande tout de notre vie. C'est un peu comme ma ville où je suis né, à Muritiba, où il y a 28 000 habitants. Et ça, c'est dans la photo, c'est le tissu, le tissu, comment dirais-je, qui fait partie de l'imaginaire et de la culture martiniquaise. C'est le madras, qui c'est aussi un héritage des Andes. Parce qu'en Inde, il y a une ville qui s'appelle Madras. C'est très joli, ça. La société créole ou la société martiniquaise. Ça, c'est pas une séparation par rapport à des études que j'ai fait avec bibliographie, mais c'est les termes que j'ai entendus les Martiniquais utiliser. La société créole, par rapport à mon expérience, c'était les Békés, qui sont les descendants des premiers colons, et les Blancs. Normalement, les Békés sont blancs, mais blanc-béké, c'est différent. Les fonctionnaires, ce sont des gens qui travaillent pour le gouvernement français en Martinique. Les métropolitains, ce sont des Français aussi,
qui habitent en Martinique, mais pas nécessairement des fonctionnaires. Et les Martiniquais, qui font partie de la population en général, mais qui les Békés font partie aussi. Parce que les Békés sont martiniquais aussi. Et qu'est-ce qui se passe dans la société martiniquaise actuellement? Il y a une séparation énorme entre les Békés et les autres de la population. Parce que les Békés sont propriétaires de l'économie martiniquaise en général. Et même aujourd'hui, ils ne peuvent pas, pour une question aussi de racisme, se mélanger avec la population. Ça, c'est triste, mais il existe encore. Un Béké, difficilement, va se marier avec une Martiniquaise noire. Je parle ça parce que j'ai habité chez Béké, j'ai habité avec des Martiniquais, j'ai habité chez Béké. Ils ont une fierté par rapport à leur culture, à leur couleur de peau. Ils ont même un arbre généalogique des premiers colons qui est arrivé en Martinique jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'en Martinique, ils ont presque tous les commerces en Martinique. La vente de voitures, les centres commerciaux, qu'il y a seulement un en Martinique, c'est la Galeria. Et c'est bizarre d'entendre ça quand on voit cette séparation, même aujourd'hui. Il y a ça au Brésil, mais la Martinique est petite, c'est plus évident. Ça, ce sont les Martiniquais, ce sont mes amis, ce sont des professeurs à l'université, ce sont des professeurs à l'école. La première photo, c'est mes élèves. Un peu l'histoire amérindienne en Martinique. L'histoire amérindienne en Martinique, c'est un peu triste parce qu'on ne voit pas beaucoup de traces dans l'histoire de la Martinique avec les Amérindiens. Ils étaient vraiment effacés. J'habitais à Shelcher et il y avait une place qui s'appelle Arawak. Mais il y a très peu de traces parce que je ne vois pas qu'il y a des descendants encore aujourd'hui directement des Amérindiens. Les premiers Amérindiens qui ont habité la Martinique, c'était les Arawak et après les Caraïbes. Les Caraïbes ou les Caribes, c'est pour ça, en raison des noms des Caraïbes, qu'on appelle les mers de la Caraïbe, parce qu'il était habité pour les Amérindiens Caraïbes. Mais c'est une histoire triste par rapport aux Caraïbes, parce que les Caraïbes ont, au moins, vous qui disent l'histoire, ils ont tué les Arawaks et les Français ont tué les Caraïbes. Et le Brésil, il a la richesse de notre Amérindiens, mais en certaines parties du monde, ils ont été déjà détruits. Une autre façon triste de la Martinique et de la France, c'est le Code noir. Le Code noir, c'est difficile à digérer et à dire ça, mais c'était un code, c'était un statut, c'était un document que le gouvernement de la liberté, l'égalité et de la fraternité a créé pour les esclaves, les gens de l'Afrique que les Français ont esclavisés pour travailler dans les plantations à la Martinique. C'est un code qui dit comme les propriétaires doivent traiter les êtres humains noirs qui sont pris en otage pour travailler d'une façon forcée à la Martinique. On va voir un peu plus sur ces codes. Ça, c'est un extrait du Code noir. Je vais le lire. Les statuts de l'esclave. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique
apostolique et romaine. Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents. C'est étonnant ça, parce que normalement, quand on va étudier au début à l'université, dans les premiers semestres, on ne parle pas beaucoup de ça. On ne parle pas beaucoup de ça. On parle toujours de la liberté, égalité, fraternité, que c'est une chose très importante par rapport à l'histoire de la France, mais il y a beaucoup de choses cachées. Et parfois, on parle beaucoup des Portugais et on étudie la culture française, que c'est une culture très belle comme tous les autres, mais on cache ça. Et il y a une autre partie d'extrait qui c'est très fort, qui c'est la punition aux esclaves. Les esclaves fugitifs qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. C'est épouvantable, mais c'était un code écrit par des Français. Et pour finaliser cette partie du Code noir, c'est étonnant aussi. Déclarons les esclaves être des meubles. Ce n'étaient pas des gens, ce n'étaient pas d'animaux, c'était des meubles. Et comme les tels entre la communauté, et comme tels entrés en la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, si partagé également entre les co-héritiers. Ça, c'est une partie triste de l'histoire française qui doit être montrée parce qu'il faut changer ça. Parce que les Français n'admettent ça. C'est un peu lourd, ça, mais c'est la vérité. Victor Schœlcher, il y a toujours les sauveurs. Toutes les cultures, il y a les sauveurs blancs. Et comme ici, on a la princesse Isabelle, on a en France Victor Schœlcher, qui il est abolitionniste aussi. Il était sous-secrétaire d'État aux colonies. Et il est important dans l'histoire de la Martinique, mais il y a toujours le stéréotype de sauveur. C'était lui qui a sauvé la Martinique, tá? Mais ce n'est pas exactement comme ça. OK? Mais il est très, très, très connu. Et il y a une autre chose. L'unique université qui est en Martinique, c'est dans la ville de Schœlcher. C'est le nom des sous-secrétaires. La deuxième abolition de l'esclavage en Martinique, c'était le 22 mai 1848. Mais il y a une chose très intéressante. Le 22 mai, c'est la période de libération en Martinique parce que les esclaves martiniquais ont fait une révolte. Parce que normalement, les périodes de la libération des esclaves en Martinique, c'était en juin. Mais les Noirs martiniquais ont lutté, ils ont aboli l'esclavage avant juin. Et c'est pour ça aussi qu'en Guyane, si je ne me trompe pas, les jours de la libération de l'esclavage, c'est en juin. Je pense que seulement la Guyane était d'accord avec les jours ou quelque chose de genre. Ça fait beaucoup de temps que j'ai eu cette cours. OK? La montagne Pelée. La montagne Pelée, c'est
notamment connue, la montagne est notamment connue son éruption en 1902 qui a entraîné la destruction de la ville Saint-Pierre, située à ses pieds et au cours de laquelle près de 30 000 personnes sont mortes. Quand on va en Martinique, parce que la Martinique, c'est une île volcanique, il y a un lieu touristique, c'est la montagne Pelée. C'est très, très, très connu. Très, très, très connu. Et c'est à cause d'elle, à cause de son éruption, que la capitale Saint-Pierre était détruite. Et comme la capitale était détruite, ils ont changé la capitale de Saint-Pierre pour Fort-de-France, qui c'est la capitale actuelle de la Martinique. C'est très beau monter la montagne Pelée, mais c'est une course très difficile aussi. Très difficile aussi. Saint-Pierre est une commune française. Il y a une sous-préfecture du département de la Martinique. Saint-Pierre est situé à 31 km au nord de Fort-de-France, sur la côte Caraïbe, au sud-ouest de la montagne Pelée. Ça, ce sont des photos de Saint-Pierre, l'ancien théâtre. Il y a seulement une ou deux personnes qui sont survécues de l'explosion, d'éruption des volcans de la montagne Pelée. Et l'un était un prisonnier. Il était caché, non, il était prisonnier dans une prison et c'est pour ça qu'il a vécu. Fort-de-France. Fort-de-France, Fort-de-France. Ça, c'est Fort-de-France. C'est la mairie, la bibliothèque Schellcher et c'est le bord de la mer. C'est la capitale de la Martinique. Les plats, les rhums, les acras, les pommes cannelle, les Martiniquais aiment les pommes cannelle. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas très fan des pommes cannelle, mais ils aiment ça. Et les boudins, les boudins, ils adorent ça. Et les boudins, dans ce cas, c'est les boudins rouges. Il est fait avec le sang du porc. Sang du porc avec des épices. Les Martiniquais adorent ça. J'aime ça aussi. Et les Martiniquais adorent la viande du porc. C'est délicieux. Et la langue de la Martinique, c'est aussi les créoles, comme j'avais parlé. Et ce sont des mots qui ressemblent un peu avec le français. Bonjour, bonjour en martiniquais. Bonsoir, ça au fait, comment vas-tu? Ça a marché, ça va? Pas de problème, pas de problème. Ça, ce sont mes expériences là-bas. La première photo, c'est au lycée, où j'ai donné des cours. En bas, c'est le carnaval. Ce sont des salles de classe. C'est la ville de Schellcher. Une chose que j'ai remarqué, c'est que une grande partie des Martiniquais portent des bagues en or. Ils se promènent normalement avec des bagues et des colliers en or. C'est étonnant ça. J'ai jamais vu ça. La Pâque. La Pâque, c'est aussi différente en Martinique. Parce que normalement, ici, on mange des... J'oublie les noms en français. Comment on dit? On mange des poissons. Mais en Martinique, ils mangent des crabes qui s'appellent matoutou. En Pâques. Des crabes et des acras. Ah, ici au Brésil, on mange de la morue. Je me rappelle maintenant là, le mot en français. Et en créole martiniquais, à l'eau de soleil, si on va traduire, à
autre soleil. Au revoir. Merci. Tiens behed pamoli. Créole. Tiens bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Evaïr. On arrête là ta présentation. Merci, c'est très intéressant. Je ne sais pas si notre collègue Yuri est revenu. Il a eu un problème de connexion, en fait, de l'électricité. Il y a un problème à São Paulo aujourd'hui et je crois qu'il n'est plus là. Il n'est pas revenu. Une minute. Bon, je vais lui envoyer un message, mais je ne sais pas s'il va arriver, revenir parce qu'il y a un problème d'électricité et comme ça, pas de connexion. Oui, ça fait partie. Oui. Mais c'est important parce que même avec les problèmes avec Internet, cette expérience de parler avec des gens des autres États, oui, c'est vrai. C'est bien l'échange. Oui, c'est sympa quand même. C'est sympa. Alors, si vous avez des commentaires à faire, des questions à poser un peu anticipées, je pense, parce que comme ça, on attend pour voir si Yuri répond ou s'il arrive à revenir. Alors, les collègues qui sont là, qui participent, si vous avez des questions, je vais regarder le chat. Il y a une question de Vanessa. Vous pouvez parler en portugais aussi. Je parle portugais, je comprends aussi. Parce que parfois, il y a des gens de premier semestre qui ne se sentent pas très à l'aise avec la langue. Oui, c'est vrai. Si vous préférez parler en portugais, pas de problème, quand même. Oui. Vanessa a posé une question sur le chat. Elle dit, j'aimerais demander à Caroline et à Evaïr comment cette expérience a modifié leur regard sur la francophonie. Alors, Evaïr, Carole, qui prend la parole là? Oui, tu peux commencer. Hein? À moi? Ouais, vas-y. Hein? Les femmes d'abord, non? Ok, on why. Bon, cette expérience a modifié vraiment mon regard sur la francophonie parce que après avoir vécu aux Antilles, j'ai commencé à mettre en question, comme je peux dire, mettre en question ma formation en tant que professeur aussi. J'ai dit que oui, j'ai eu l'occasion d'étudier sur les Outre-mer à l'université, à l'UF. J'ai étudié la littérature des Antilles, comme du Canada aussi. Donc, ça a été très important pour ma formation. Par contre, si on pense en formation des professeurs de FLE, ce n'est pas toutes les universités qui ont une formation de FLE qui a aussi la littérature des autres départements ou des autres pays francophones. Donc, à partir de ce moment, à partir de ce que j'ai appris pendant ma licence et de mon vécu en tant qu'assistante, ma vision a changé complètement et à partir de cela, j'essaie d'être une professeure de FLE qui privilégie les départements d'outre-mer et des autres pays francophones dans l'enseignement de FLE. Parce que, comme je parlais un peu dans ma présentation, il y a plusieurs points en commun de notre culture, la culture des pays de la diaspora avec notre culture. Et cela aussi permet que nos élèves ont une vision critique par rapport... C'est quoi la France? La France, ce n'est pas que la Tour Eiffel, les baguettes, des choses, des bérets aussi. La France, c'est aussi la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, qu'il y a plusieurs langues, plusieurs cultures métissées.
Merci, Carole. Alors, Eva, je ne sais pas si tu as regardé, mais Vanessa, elle a complété la question pour toi. Elle demande aussi si tu as eu des disciplines obligatoires de francophonie dans ta formation à l'université. Alors, ce sont deux questions. hop, Première, ok, la première. comment l'expérience Euh, a modifié ton regard sur la francophonie et si tu as eu des disciplines obligatoires sur la francophonie dans ta formation à l'université. et je vais répondre premièrement la première. Et après, si j'oublie, vous me rappelez de la deuxième, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? J'ai deux expériences très intéressantes parce que avant d'aller en Martinique, j'ai eu l'expérience de vivre en Europe. J'ai fait un échange à Rennes, en France, et j'ai habité là-bas pendant presque un an. J'ai fait des disciplines, des cours, des FLE, de littérature aussi. Et pour moi, la francophonie n'existait pas vraiment, j'entendais parler, mais pour moi, que j'ai vécu à l'époque en France, la francophonie, c'était l'Europe, c'était les Français. Parce que ce qu'on voyait et on voit aussi à la télé, c'est toujours les Blancs qui parlent français. Et c'est un choc culturel énorme. Premièrement, quand j'ai eu un professeur noir à l'université de la Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, quand je suis allé en Martinique, parce que je n'ai pas commencé à apprendre le français aujourd'hui. C'est une autre époque. Il n'y avait pas l'Internet comme aujourd'hui. Les échanges, ce n'était pas très facile. Je ne parle pas des échanges par rapport à aller au pays. Je parle des échanges par rapport à la technologie. Et aller en Martinique m'a aidé beaucoup par rapport à la décolonisation de ma pensée et de discuter le racisme. Parce qu'en Martinique, il y a du racisme en Martinique, mais il y a une grande discussion sur ça. Et il y a une autre chose très importante en Martinique, ce sont la population noire qui parle français. Parce que normalement, notre stéréotype des films, des audios, des méthodes, c'est toujours un blanc, blanc. Et aller en Martinique et voir des gens bilingues qui parlaient français, créole, dans des postes de pouvoir, a beaucoup changé ma façon de penser. Parce que je viens de Bahia. Et ici, la population noire, c'est très, très, très grande. Et c'est ça qui a changé. J'ai vu que l'autre, l'étranger, ce n'est pas vraiment l'étranger. C'est une partie de moi que je ne connaissais pas. OK. Je pense que j'ai répondu à la première question. Et la deuxième, c'est laquelle? C'est si tu as eu une formation sur la francophonie à l'université. Et je n'ai pas eu, j'ai eu des cours de littérature francophone, qu'on parlait de l'Afrique, on parlait d'Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Mais on n'a pas eu à l'époque la francophonie. Et il y avait même un cours qui parlait comme ça, la civilisation française. C'est problématique aujourd'hui, mais à l'époque, non. OK? Quand on parlait de civilisation, la civilisation française. OK? Mais ma formation par rapport à la francophonie hors de l'Europe, c'était en Martinique. C'était vraiment en Martinique. C'était une expérience inoubliable. Quelle expérience! C'est très important, Euh, je pense, parce que justement, je crois que la majorité des formations des professeurs de français sont centrées sur la France quand on parle des cultures. Et même si on parle de littérature, par exemple, discipline, il y a littérature française, civilisation française et littérature francophone. Alors, la France au centre et les autres autour. C'est une déconception de la francophonie qui est une grande question. C'est pas facile de définir. Moi, par exemple, quand j'ai fini
la licence. J'ai étudié à la même université que Caroline et Vanessa, qui a posé la question de travail, l'Université fédérale Fluminense, où il y a aussi la discipline littérature francophone 1 et 2, ce qui est différent par rapport aux autres universités à Rio. Il n'y a pas cette discipline dans les universités de l'État. Et moi, je considérais déjà qu'il était quelque chose Je considère en fait que c'est très bien parce que c'était l'ouverture du questionnement à propos de cette diversité. Et moi, je me souviens que j'adorais ça parce qu'il dialoguait beaucoup avec notre culture brésilienne. Étudier un peu de l'histoire de la Martinique, par exemple. On a parlé beaucoup, on a lu quelques livres à l'époque. Et donc, je crois que ça, c'est très important, mais en même temps, c'est en général très, très, très centré sur la France, quand même. Donc, j'essaie de ne pas me perdre. Il y a d'autres questions sur le chat. Je crois que Flavie avait posé une autre question. Elle a écrit sur le chat la question. Je ne sais pas s'il exerce déjà le métier de prof. Je crois que oui, Caroline et Eva, vous êtes des profs, je pense. Non? Oui. Oui, oui. Et si oui, comment introduire ces nouvelles connaissances dans les cours? Certainement, vous avez un matériel très, très riche. Et alors, comment introduire cette diversité du monde francophone dans les cours de français langue étrangère? C'est une bonne question. Je pense que ce n'est pas toujours facile. Caroline, par exemple, elle a parlé un peu des livres didactiques, des matériels qu'on a ici. Elle a déjà un regard critique, ça c'est très bien, puisque si on réfléchit, tous les livres didactiques sont produits en France. Et normalement, elle parle plutôt de la France. Et quand il parle des Outre-mer, c'est plutôt un magazine de tourisme, je pense. On ne parle pas très bien, mais je ne vais pas trop parler. Ou seulement Césaire, le maître Césaire. Par rapport les méthodes de français que j'ai étudiées, par exemple, je ne vais pas dire les noms pour questions éthiques. Il y avait une partie qui parlait des Outre-mer, mais c'était seulement, il existe les Outre-mer, on passe à une autre chose. Ou il parlait, la Réunion, vous pouvez pratiquer des sports radicaux. La Réunion, c'est une île intense, il y a ça à faire, tourisme, voilà, et c'est ça. Il n'y avait pas, comment je peux dire, un traitement sur ces territoires, qu'ils sont un territoire qu'il y a une histoire, il y a une culture, il y a une langue qui c'est au-delà du français, parce qu'il y a la culture créole, la langue créole. C'est des territoires qu'il y a une littérature et des éléments très importants. Donc, moi, à partir du moment que j'ai eu connaissance des Outre-mer et comme je suis professeur de FLE, j'essaie toujours d'introduire de mes cours. Oui, c'est moi qui fais mon matériel parce que si tu essayes de trouver une séquence pédagogique, par exemple, je ne trouve pas sur Internet, c'est vraiment difficile. Aussi, elle est vraiment dans ce côté exotique c'est la France, mais avec des cocotiers, de la plage, du zouk, voilà, ce machin, c'est cool, ça bouge. Et voilà, ça réduit vraiment l'histoire des départements d'outre-mer. Donc, quand je donne des cours sur les départements, j'essaie toujours de montrer la carte, d'expliquer c'est quoi les drones, c'est quoi les cons, c'est quoi les taf, parce qu'il y a ces nomenclatures, ces appellations un peu difficiles. J'essaie d'expliquer à mes élèves la différence, par exemple. Quelle est la différence de la Guadeloupe, les statuts de la Guadeloupe, pour les statuts de la Polynésie française, par exemple, ou la Nouvelle-Calédonie, qui sont aussi au sein de la République française, mais elles ont un autre fonctionnement. Et voilà, démontrer un peu de la littérature, un peu de l'histoire,
parce que je m'intéresse beaucoup pour l'histoire, un peu, oui, de la musique, mais d'une façon authentique. Par exemple, si je parle du zouk, les zouk, c'est un style musical des Antilles, on dit Guadeloupe, Martinique, parce que le groupe est composé pour des gens de Guadeloupe et Martinique. Et c'est une manifestation culturelle authentique qui parle sur les sujets qui intéressent aux Antillais et la langue des chansons sont en créole. Donc, c'est une façon aussi de revendiquer ces lieux. Oui, nous avons la langue créole, nous avons une culture très riche. Et, par exemple, je parle de Kassav. Kassav, c'est le groupe le plus connu au monde. C'est le groupe français le plus connu au monde. Ils ont joué même en Chine. Et voilà, qu'est-ce qu'on sait de Kassav? Qu'est-ce qu'on a écouté sur Kassav? C'est compliqué ça. Oui, c'est très bonne façon de parler. Je suis d'accord avec Caroline. Mais il faut que, par rapport à la demande, la question de Flávia, par rapport à l'utilisation de ces connaissances au cours des langues. J'ai déjà donné des cours privés et principalement publics. Si on veut introduire les drômes, la Martinique, la Guadeloupe, l'Afrique, c'est une question de militance, OK? Parce que normalement, les cours de langue ne veulent pas savoir de ça. Ils veulent la grammaire, la France, OK? C'est pas un travail facile parce que, par exemple, moi et Caroline, on peut t'aider avec des matériels. Les autres professeurs qui travaillent avec ça, OK? Vous pouvez prendre notre contact avec Elena. Mais dans J'écoute pas. mais parce que ça n'est pas montré dans les méthodes de langue. OK? Evair, est-ce que tu peux Ouais. répéter? Il n'y avait pas de son. Il y a eu un problème. Ah, OK, OK. Je... Vocês escutaram até onde? Ta dernière pensée, tu parlais que ce qui n'est pas dit, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe par rapport à mettre la question noire dans les matériels? Les cours privés ne veulent pas savoir de ça. Ils veulent juste la grammaire, ils veulent la culture, mais la culture européenne, un peu plus, un peu le Canada. OK? Si vous voulez travailler avec la culture antillaise, africaine, il faut faire du travail. C'est, comme on dit, c'est du boulot, mais c'est très important parce que c'est la demande et c'est nécessaire que les professeurs des langues travaillent avec ça. Parce que c'est pas une question d'être travailleur seulement. C'est une façon d'être éducateur, être critique. Et si on commence à mettre ça dans les matériaux, à l'avenir, ça sera introduit de plus en plus. Mais ça appartient à nous de lutter pour ça et mettre la diversité, entre guillemets, dans les matériaux. Parce que j'étais déjà professeur de portugais de langue portugaise étrangère, portugais langue étrangère. Et si on met des Africains, des Noirs dans les méthodes, les gens vont nous mettre também em leur méthode. OK? Et le Brésil et les autres pays qui parlent portugais vont être dans toutes les méthodes. Mais c'est une question de militante. OK? Être militante. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Evaï, pour les réflexions. C'est très bien. Je vous écoute, je regarde en même temps le message sur le chat parce que les collègues réagissent aussi à ce que vous dites. Je ne sais pas si vous acompanhez. Et... Non. Parce que je E a Thaís, par exemple,
Si vous voulez prendre la parole, Thaïs, Daniel, si vous voulez parler un petit peu, c'est sympa quand même, hein, si vous voulez parler. Il y a Thaïs qui a commenté là, elle dit, j'ai présenté une fois un groupe du Mali et une de mes élèves a dit, mais cela, ce n'est pas du français. Ma ancienne professeure a dit qu'il est vrai français, elle est parisien. Voilà, il y a aussi la représentation des étudiants, n'est-ce pas? Il y a une représentation aussi. Quand on pense à la langue française, on pense directement à Paris, à la culture. C'est disons, c'est une représentation partagée, c'est une croyance partagée. Et donc, je suis d'accord avec Evaïr et Carole qu'il faut déconstruire ça, n'est-ce pas? Et là, je crois qu'on commence ce boulot. Qu'on commence ce boulot-là. C'est à nous de faire ça aux jeunes professeurs, plutôt, je pense. Oui. Et voilà, ces moments, par exemple, de débat, je trouve que c'est très enrichissant parce que vos expériences, elles contribuent beaucoup aussi pour la réflexion à propos de ce que nous faisons, à propos de ce que nous pensons, par exemple, de la langue. C'est quoi la langue française? C'est quoi la France? C'est quoi la francophonie? C'est quoi enseigner français? N'est-ce pas? Et ça dépend, ces questions peuvent changer. Si on change de public aussi, comme Eva a dit, par exemple, si on donne des cours à des adultes, à un cours privé, on a des objectifs différents. Si on travaille par rapport au contraire dans une école, comme Flav et moi, nous travaillons au CAPUEJ, là, on a un travail plutôt versé sur la formation du citoyen, disons. Dans un cours privé, oui, c'est aussi, je pense que c'est oui, c'est quand même pareil, mais c'est un peu différent, n'est-ce pas? Ce n'est pas, par exemple, obligatoire, il y a une approche différente. Et je vois d'autres commentaires. Et donc là, c'est juste pour conclure cette pensée, c'est à nous de travailler. Si je pourrais donner comment dire, le mot, oui, là, ma contribution. Oui, merci. Je dirais que ce qui est très riche pour nous, c'est d'essayer de présenter des matériaux authentiques. Comme Carole dit, par exemple, il y a des chanteurs, des artistes. On peut présenter des personnalités. Comme ça, on aide à construire notre identité, je pense. Oui. Et donc là, si on dépend des livres didactiques, ça ne va pas aller. Ça ne suffit pas. Il faut justement avoir ces regards critiques et de chercher d'autres matériaux, je pense, authentiques. Et je crois qu'on fait ça, il faudra toujours échanger. Parce que dans notre formation, en général, à l'université, c'est très peu, on connaît très peu des autres cultures francophones. On est plutôt centré sur la France. Et donc, il faut, en fait, étudier toujours, je pense. Il faut toujours étudier et chercher. Ce sera un travail pour toute la vie. Mais j'adore, moi. Moi aussi. On va voir d'autres questions. Je ne sais pas si... Danielle avait posé une question avant. Elle a posé la question suivante. On pourrait dire que la Martinique est le siège de la pensée décoloniale? Très bonne question, très bonne question. La question décoloniale, on dit que c'est une question récente, mais pas vraiment. Une fois que vous essayez de travailler contre la pensée colonialiste, je pense que c'est une façon décoloniale de penser. C'est de décoloniser l'imaginaire, la façon de parler, l'économie, tout ça. Et on ne peut pas dire que la Martinique, c'est le siège de ça. On peut dire que la Martinique, comme l'Afrique, comme l'Amérique du Sud, et tout le monde qui lutte contre le colonialisme sont les sièges de la pensée décoloniale. Ce sont les gens. C'est ça. Merci Evaïr. Je vais le micro couper.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois que non. Danielle avait posé une autre question à la fin. Elle dit par rapport aux Antilles françaises, comment ça se passe? Quelqu'un le sait? Je n'ai pas compris, Danielle. Tu pourrais expliquer? Je ne sais pas si les collègues ils ont compris la question. Je pense qu'elle a dit par rapport aux alliances françaises, comment ça se Ah, passe. alliance, alliance. Ah. Oui, alliance. Bon, je peux parler, je ne sais pas, je ne travaille pas à l'Alliance française, mais à mon avis, je crois peut-être cette vision décoloniale, qu'on est en train de parler de ça, je crois que là-bas ne soit pas très accepté parce que on est en train aussi de critiquer l'eurocentrisme. Donc, l'Alliance française, elle est vraiment une institution qui a pour but comme je peux dire, de partager, Propager. oui, propager la culture française. Donc, quelle culture française? La culture française de France, de la métropole, je ne sais pas. Peut-être il y a des autres professeurs qui peut-être ont une vision plus critique par rapport à ça. Mais je ne sais pas. Par exemple, moi, je ne sais pas vraiment. Je pense que peut-être ça dépend, comme quelqu'un a dit, ça dépend du professeur, voilà, mais ça c'est une chose qui vient aussi de la formation du professeur. Le professeur a eu une formation vraiment eurocentrique ou une formation qu'il a appris aussi sur les autres régions francophones. Donc, ça dépend aussi. Mais la majorité des fois que je parle avec des autres collègues professeurs, la vision de la France est toujours prédominante. Je ne sais pas si Eva peut dire d'autres choses, mais oui, je crois que ça dépend aussi de la formation. Allez, Eva, tu parles d'abord. Oui, je pense que ça dépend de la formation des professeurs aussi, mais ce n'est pas seulement une chose de l'Alliance française. Et quand on parle d'enseignement des langues, c'est un enseignement des langues pour l'Europe, pour la France. Il y a certaines écoles qui vont se concentrer sur le Canada pour l'immigration. Mais c'est comme j'avais vous dit, c'est une question de militance qui change les méthodes, la façon de penser. Mais en général, les méthodes qui sont faites en France, qui font partie d'une industrie avec beaucoup d'argent, avec comment ça s'appelle, les DELF, qui sont des examens très chers, au moins au Brésil, parce que c'est une machine de faire l'argent, ok, de la façon plus facile. On ne va pas être naïf et dire que l'enseignement des langues, c'est pour seulement échanger les cultures, connaître la culture. On est des adultes. Et il a de l'argent et beaucoup d'argent dans ça. Et c'est important, ça, avoir de l'argent dans l'enseignement des langues, ça fait partie de l'économie. Mais il faut faire des méthodes qui parlent de la, entre guillemets, diversité, parce que la diversité, c'est le monde réel. Et nous, qui sommes professeurs de français, il faut lutter pour ça, ok? Même dans les cours privés, on met des musiques qui se parlent de la France, on met des méthodes, des photocopies, ok? Il faut le faire. C'est vrai. Curieusement, moi, je travaille à l'Alliance française jusqu'à 2018, je pense, pour 5 ans, je crois. Et à Saint-Gonçal, c'est l'Alliance française à Saint-Gonçal. Et là-bas, on faisait chaque année une foire gastronomique, justement centrée sur la francophonie. Alors, c'était un moment très enrichissant parce que les étudiants, ils proposaient, en fait, ils présentaient des aspects culturels et des plats
là, c'est vrai qu'on est encore sur les côtés touristiques, disons, mais c'était aussi une occasion pour découvrir plus profondément parce que chaque classe travaillait sur une région différente. Et je me souviens qu'à l'époque, je voyais que l'Alliance, par exemple, pensait à la francophonie plutôt liée à la francophonie politique, liée à l'Organisation internationale de la francophonie. Et dans ce regard, par exemple, des pays qui ne se considèrent pas francophones politiquement, ne sont pas considérés francophones, comme l'Algérie, par exemple. Et je crois que le Maroc aussi. Et ils n'ont pas la langue française comme langue officielle. C'est une langue très importante, très, très importante. On étudie à l'école, ça fait partie de l'identité des citoyens, mais la langue officielle, c'est l'arabe. Après l'indépendance, ils ont pris une distance de cette question de la langue officielle. Et donc là, si on regarde, si on a ces regards trop politiques, peut-être on exclut, par exemple, ces régions de la francophonie. Et donc là, moi, par exemple, comme prof, j'ai critiqué ça. Je proposais qu'on devrait ajouter tout le pays où on parle en français, où la langue française est utilisée dans le jour à jour. Et aujourd'hui, je pense aussi un peu différemment la francophonie quand même. Je pense plutôt à la francophonie comme diversité. Et là, si c'est un thème qui peut être transversal, on peut travailler par exemple dans nos classes des langues, quand on parle comme par exemple de l'esclavage ou de la situation du peuple noir au Brésil, en Martinique. On a des proximités culturelles. Oui. Voilà. Alors, Vanessa, merci Vanessa. Merci beaucoup de ta participation. En fait, on a dépassé 10 minutes déjà de l'heure prévue. Je crois qu'on va finir bientôt. J'aimerais remercier encore Caroline, Evaïr, Yuri qui n'est pas là, mais après peut-être on va voir si on organise un autre moment. C'est la première table ronde avec des assistants qui la organise, mais on a l'idée de continuer à faire ça, peut-être une fois par an. On va inviter d'autres collègues. Et Carole, je ne sais pas si tu veux parler de ton travail pour finir. Tu n'as pas parlé, je pense, au début. Ah ouais, moi, pour partager un peu la connaissance sur les départements d'outre-mer et des autres régions francophones, moi, j'ai un Instagram que je poste des vidéos en parlant sur la littérature, sur les départements d'outre-mer, mais je parle en portugais pour que ça soit plus populaire. Pour les gens aussi qui n'ont pas la connaissance en français, elles peuvent connaître un peu sur la diversité du monde. Et mon Instagram professionnel s'appelle Français de Colonial. Donc, c'est @français de Colonial. Il y a quelques images, quelques vidéos. Je parle aussi de la littérature des Antilles. Et voilà, je crois que c'est intéressant. Merci beaucoup pour les rappels. Merci, Cara. Oui, je pense que c'est très important parce que ça, c'est une manière d'échanger quand même, n'est-ce pas? On est là pour échanger. Alors, je vous remercie. Je crois qu'on va finir là. Merci, Daniela. Merci, Thaïs. À la prochaine. Merci, Flavia. Merci à tout le monde. Bisous. Restez bien. Si les collègues qui souhaitent avoir une déclaration de participation, il faut remplir le formulaire que j'ai mis sur le chat. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a quelques étudiants, je pense. Je répète là. Voilà. Merci. Merci, à bientôt. Bisous. Bientôt, bye bye. Ciao. Ciao, Daniela. Ciao. Bisous.